Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je suis Alexandre Garnier, je suis directeur d'une agence de digital marketing spécialiste du B2B qui s'appelle AWE. Je vais donc animer cette table ronde. L'angle, c'est pas de vendre du marketing automation comme idée, comme concept ou comme logiciel, mais c'est plutôt de comprendre quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on met en œuvre des opérations de marketing automation dans une entreprise. Alors je vous propose d'accueillir tout de suite nos invités. Donc, bonjour à tous. Donc, moi je suis Audrey Angéli, je suis directrice marketing chez Mercer France, qui est une société de courtage dans l'assurance, une société américaine. Marie-Alix Roussotte, groupe Algeco. Bonjour, donc à Algeco, nous sommes une société spécialisée dans les constructions modulaires. Vous nous connaissez plutôt sur les installations de chantier que vous pouvez voir dans la rue. Bonjour, Christian Bernard. Moi, je me suis spécialisé sur le développement commercial sur Internet depuis à peu près 7-8 ans. Et pendant les premières années, je dirigeais pour l'Europe une entreprise américaine d'Austin au Texas qui s'appelle Bulldog Solutions. Bonjour à tous, Jérôme de Webmechanic. Alors Webmechanic est un éditeur de marketing automation, un éditeur de logiciels. On est la première solution open source du marché. On est à peu près 20 collaborateurs répartis à Annecy, donc Annecy le siège social, très charmante ville. Ok, merci à tous pour cette rapide présentation. Je vais terminer par moi. Donc, je vous l'ai dit, moi je suis directeur d'une agence digitale qui s'appelle AWE. On travaille, on est des hyper spécialistes de Google depuis 2003. Juste quelques chiffres pour rappeler les bénéfices du marketing automation. Je pense que vous les avez tous en tête. Ça manque pas sur le web quand on cherche un peu. Et d'abord, cette information importante qui est liée à une étude qui a été réalisée par Google et par AWE dans un livre blanc dont on a laissé un exemplaire ici. Et cette étude, elle montre que l'acheteur B2B, il fait 57, donc 60% de son parcours décisionnel tout seul sur le web. Donc c'est ça qui radicalement a changé dans le comportement de l'acheteur. Il est capable de prendre sa décision à 60% tout seul parce que sur le web, il trouve énormément d'informations sur les produits, les services dont son entreprise a potentiellement besoin. Donc voilà, on dit marketing automation réduit le nombre de prospects ignorés de 80 à 25%. Alors, vous allez voir que d'une source à l'autre, les chiffres bougent un peu, mais globalement, c'est ça la promesse du marketing automation. On est capable d'adresser tout le monde dynamiquement. Forrester Research à gauche, qui dit qu'effectivement les entreprises qui font du marketing automation, elles gagnent en compétitivité et elles gagnent des parts de marché sur leurs concurrents. Et ça, on le voit réellement aujourd'hui en France chez des acteurs industriels, une accélération de la prise de parts de marché et une accélération du gain de clients grâce à ces mécaniques-là, parce qu'effectivement, on peut adresser 100% de ses prospects de manière intelligente. Voilà, permet une augmentation de leads qualifiés de 451%. Alors ça, c'est un gros chiffre. Enfin, ça pose la question, mais vous faisiez quoi avant? Alors peut-être pas grand-chose, tout ce chiffre. On en parlera tout à l'heure avec Algeco, avec qui on travaille depuis longtemps. Quand on a déjà mis en place des mécaniques digitales un peu pointues, Google, landing page, emailing, etc., et qu'on attaque du marketing automation, oui, on obtient des meilleurs résultats. C'est peut-être pas 400% le chiffre, on verra avec Marie-Alix tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans le dur, si j'ose dire, avec cette petit cartoon que je vous ai affiché tout à l'heure, où on voit un directeur marketing qui s'emballe sur le sujet persona. Donc ça, je pense que vous en avez tous entendu parler. Vous avez sans doute été confronté à ces questions. Est-ce qu'on a fait les personas de l'entreprise? Et si vous allez regarder sur le web, sur des sites de marketing un peu pointus, effectivement, on vous dit on doit connaître dans le détail, presque personnellement, le profil ou les profils de ces futurs acheteurs. Alors, sur la partie contenu, je vais peut-être donner la parole, on va respecter cet ordre à Audrey. Comment est-ce que tu es organisé pour créer le contenu dont tu as besoin pour alimenter ton marketing automation? Alors, nous déjà c'est passé par un ciblage, une segmentation en fait des personnes
à qui on souhaitait s'adresser. Déjà, c'est important, je pense, de savoir distinguer les personnes à qui vous adressez de manière à cibler vos communications, soit dans le message, soit juste dans la manière d'écrire, de vous exprimer, parce que vous ne vous adressez pas forcément aux mêmes interlocuteurs en face. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu impliquer en fait le commerce, parce que c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous les consultants, mais ce sont en fait des commerciaux. Et puis c'était important aussi d'avoir leur expérience terrain, on va dire, parce qu'ils connaissent les interlocuteurs à qui nous, le marketing, on voulait s'adresser. Donc voilà, donc on a monté en fait des petits workshops en sélectionnant quelques commerciaux. Et puis de là, en fonction de cette fameuse segmentation, on a commencé en fait à établir plusieurs scénarios, donc sur plusieurs thèmes différents. Ce qui est important sur les contenus, parce que ça je pense qu'on ne le dit pas assez, et quand on n'a pas l'expérience, on a tendance à faire un peu l'erreur. En fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut absolument faire des messages courts. L'autre élément qui est important, c'est qu'il faut éviter les messages commerciaux. Mais en amont, en fait, ce qui est important, c'est d'apporter juste une information, on va dire, essentielle, entre guillemets. Alors Marie-Alix, chez Algeco, quelle méthode pour construire les scénarios et les contenus? Alors, on a un point commun avec Mercer, c'est que j'ai fait intervenir évidemment la direction commerciale, parce que toute la stratégie de contenu et tous les messages, vous ne pouvez pas les faire toute seule. Donc on a fait des workshops avec la direction commerciale, et je me fais aider, contrairement à Mercer, parce qu'on n'est pas très nombreux, de fournisseurs extérieurs. Donc je travaille avec AWE, effectivement, je travaille avec Havas pour la rédaction du contenu, et je travaille avec un rédacteur extérieur. On a fait des scénarios très simples pour ne pas se perdre, pour bien pouvoir les suivre. Voilà, et on les aménage petit à petit en fonction des résultats qu'on a des emailing. Le marketing automation, et je dirais même la transformation digitale dans les groupes, c'est pas seulement ça, mais c'est beaucoup la communication entre les commerciaux et le marketing. Et le scénario, finalement, et je te laisse la parole, c'est jamais que l'argumentaire commercial. Donc qu'est-ce qu'on demande à un commercial, le commercial dont tu parlais par exemple, le commercial petit compte? On lui dit quel est ton argumentaire commercial, quelles sont les 4 ou les 5 étapes de ton argumentaire commercial, et quelles sont les principales objections auxquelles tu es confronté le plus souvent. Donc chaque point de l'argument et chaque point d'objection constitue pour nous un contenu à produire. C'est comme ça qu'on arrive à construire une mécanique logique qui amène doucement le prospect, effectivement, d'une étape de « je t'informe de manière désintéressée » en te poussant un livre blanc, une infographie dont je sais qu'elle t'intéresse, et doucement vers « figure-toi que sur ce sujet, on a une offre et une proposition qui pourrait t'intéresser ». Donc là, les deux clés, c'est effectivement d'être pertinent, donc bien comprendre effectivement les personas. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir les intéresser, pas sur nous-mêmes et ce qu'on a à leur offrir, mais sur leurs enjeux et leurs problématiques. Et ce sont en fait des choses que les entreprises en B2B en particulier, dans le marketing classique, ont un peu de difficulté à faire. En général, elles parlent bien elles-mêmes et de leurs produits, mais elles parlent assez peu finalement des enjeux et des problématiques de leurs clients. Le conseil pratique ou observation pratique sur le terrain, c'est qu'effectivement, on envisage les stratégies de communication un peu comme des conversations commerciales. Comme dans la vraie vie, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on ne va pas immédiatement essayer de lui vendre quelque chose. On va plutôt essayer de savoir quels sont les enjeux de la personne, qu'est-ce qui le préoccupe. Et puis ensuite, on va essayer de tirer progressivement le fil vers effectivement ce qu'on peut faire pour lui, etc. Jérôme, alors comment toi, en tant que solution, t'abordes ce sujet avec tes clients? Alors, faut pas oublier une chose, c'est que finalement le marketing automation, c'est le commercial digital. À partir de là, oui, il y a cette liaison sales marketing qui est hyper importante. Néanmoins,
On s'appuie sur du contenu et surtout sur une démarche intéressante avant d'être intéressé. La création du contenu, il va être vraiment lié à la maturité par rapport à la relation avec l'entreprise. 75% du contenu, en gros, va être du contenu qui va satisfaire un besoin de recherche. Tu disais tout à l'heure, effectivement, maintenant tout le monde trouve sur Internet des informations. 20% va être plutôt sur un aspect lié à l'adoption. Donc là, on va rentrer non pas sur des articles généraux liés à des fonctions commerciales, mais plutôt sur du webinar. On investit énormément sur les témoignages de nos clients, et c'est là où, en termes de retour d'expérience, qu'on va pouvoir avoir du contenu pertinent qui donne des cas pratiques. Et puis 5% du contenu est dédié finalement à être proche de l'achat. Voilà, juste une remarque, si vous passez du marketing plus conventionnel vers le marketing digital, sachez qu'il faudra laisser derrière vous peut-être un peu d'argent que vous dépensiez dans les salons, des choses comme ça plus classiques, pour le réinvestir en fait dans le contenu. Alors peut-être pour conclure sur cette partie-là, est-ce que vous avez des exemples de type de contenu, format de contenu qui auraient été particulièrement efficaces? Les infographies, les vidéos, ça marche très bien. Oui, effectivement. C'est sur des supports qui ont beaucoup de succès. Donc effectivement, il y a la première étape qui consiste à faire mûrir une idée de gens qui ne s'intéressent pas à ce qu'on a à leur proposer. Et là, l'infographie et les vidéos sont de bons outils parce que c'est assez ludique, c'est assez visuel, c'est assez facile à consommer. Je veux vous rassurer sur ce sujet-là. On peut faire des choses sans embaucher tout de suite 4 personnes, sans avoir 15 graphistes pour faire de la vidéo, de l'infographie. Voilà, on peut aussi produire des choses. Le contenu en plus qu'on crée, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas une fois, on l'utilise pour les emailing, on le met dans son site internet, on le diffuse sur les réseaux sociaux, les commerciaux les utilisent dans leurs argumentaires de vente. Donc en fait, ce que vous investissez dans les contenus, avec des bons rédacteurs, vous les utilisez tout le temps. Donc ça, c'est aussi un cercle vertueux qui est très important quand on crée du contenu. Je pense qu'on a fait un bon tour sur la partie contenu scénarii. Attaquons-nous au sujet tracking, monitoring et mesure de la performance. Il y a beaucoup encore d'entreprises qui fonctionnent avec des fichiers Excel. Ça se fait. Le marketing automation est justement là pour qualifier, donc par exemple pour Adgeco, tous ces leads qui sont absorbés via les demandes de devis, via les formulaires, cette qualification, elle pourrait être traitée par le marketing automation. Et derrière, c'est un système tout simple de notification qui va envoyer le lead show au commercial. Et puis, n'hésitez pas à transformer votre site web actuel même en piège à lead. Posez le plus de formulaires pertinents, bien sûr, que possible, que ce soit l'inscription à la newsletter, le téléchargement de brochures. C'est toutes les carottes qui permettent aux prospects anonymes de laisser son adresse mail. Des configurateurs, quand on est par exemple dans le secteur de l'automotive, voilà, tout ce genre de choses. Des demandes de démo aussi. On l'oublie souvent, mais les demandes de démo, ça marche très bien. Pour alimenter en fait une base de données, si vous créez en fait des occasions de s'abonner à vos communications comme une newsletter ou des flux de blog, si vous avez une communication qui est vraiment tournée vers vos utilisateurs, qui parlent d'eux, de ce qui les intéresse, etc., qui n'est pas du tout à vocation promotionnelle, sauf que le jour où ça devient le bon moment pour eux d'acheter dans leur entreprise, vous êtes top of mind, ils vont penser à vous, vous allez être bien placé en fait dans leur shortlist et ils vont vous consulter. Ce qui est intéressant, donc, on a vu comment les grands groupes peuvent investir, ou les groupes d'une certaine taille peuvent investir dans une bande et que ça, avec cet effet de traîne sur 9 mois, 18 mois, quand on est en start-up et qu'on vient de commencer, il faut des résultats rapides, tout simplement pour faire de l'argent. Donc ce serait intéressant aussi de voir comment on peut prioriser les outils et quel retour sur investissement il pourrait avoir pour différentes tailles d'entreprise. On est presque dans le domaine de la TPE, de la start-up qui est plus ou moins bien financée selon son stade. C'est qu'au lieu de mettre en place en fait un dispositif complet avec des contenus très coûteux, etc., on fait des petites opérations. Tout va dépendre aussi de cette notion de court terme, parce que ça va dépendre de votre cycle de vente finalement. Ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous tous, un grand merci Audrey, Marie-Alix, merci Christian, merci Jérôme, merci Guillaume, merci à vous tous. On se fait un petit café.